Le professeur Olivier Lioncan pour son livre Priorité cerveau et le sociologue Louis Chauvel pour son livre Le destin des générations. Olivier Lioncan, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur de médecine, spécialiste de neurobiologie, de neurologie tout simplement. Donc c'est la science du cerveau. Vous exercez donc à la Pitié-Salpêtrière et vous coordonnez en France l'état des traitements et de la connaissance sur les maladies neurologiques et d'origine, enfin qui touchent au système nerveux central. Vous avez présidé à l'élaboration de 2 livres. Le premier s'intitule Priorité cerveau avec le docteur Étienne Hirsch, qui est un livre collectif qui fait le point sur l'état des connaissances et des traitements sur les maladies du cerveau, et un autre qui est Le cerveau pour les nuls, édité chez First, qui est d'un accès évidemment plus facile et qui explique là encore à la fois les connaissances que l'on peut avoir du cerveau aujourd'hui et puis les traitements des différentes maladies qui peuvent survenir. Avant de peut-être de dire un mot un peu plus avant de ces livres, peut-être un mot de la place au fond de la France dans un domaine qui est essentiel et qui est tout ce qui touche au cerveau. Pourquoi ? Parce que tout cela accompagne le vieillissement de nos populations, et donc on voit surgir des pathologies nouvelles, ou en tout cas, si elles ne sont pas nouvelles, elles sont plus importantes du fait des populations touchées, mais en même temps, les progrès sont là. Et donc, comment évaluer l'intensité, la qualité de ces progrès, notre propre place médecin, recherche française, dans ce secteur. Oui, j'ai envie de vous dire, Jean-Marie Colombani, que le 21e siècle, je pense, sera le siècle de la recherche médicale. Je crois que c'est vraiment un enjeu essentiel, en tout cas dans nos pays à revenus économiques satisfaisants, disons, et d'un autre côté, qu'au sein de cette recherche médicale, tout ce qui a trait aux maladies du système nerveux. Et là, je vais être un peu plus large que ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les maladies du cerveau, de la moelle épinière, des muscles, des nerfs, mais aussi la psychiatrie et les maladies psychiatriques, constituent au sein de cette recherche médicale un enjeu absolument considérable. Et cet enjeu, si vous me permettez, ça tient à 2 choses. D'une part, comme vous l'avez dit, au vieillissement de la population. Plus la population vieillit, et plus malheureusement le nombre de sujets qui perdent la tête, qui ont des difficultés à marcher, augmente. Ça, c'est le premier fait. Et puis je vous donnerai quelques chiffres, si vous voulez, pour bien vous montrer l'ampleur du problème. Mais d'un autre côté, derrière ça, il y a aussi la chronicité de ces maladies. C'est-à-dire que même si ces maladies peuvent débuter plus tôt dans l'existence, la sclérose en plaques, ça commence à 30 ans. La maladie de Parkinson à 55 ou 60 ans. Ce sont des maladies qui vont durer toute une vie. Et donc c'est la chronicité de ces maladies qui fait aussi qu'elles posent un réel problème en termes de santé publique. Vous citez 2 maladies, notamment la sclérose en plaques, pour lesquelles on est toujours dans l'obscurité. Il y a quelques traitements adjuvants, mais pas fondamentalement de... Donc, qu'est-ce qui laisse penser que dans ces secteurs-là, à partir de ce que l'on voit ou de ce que l'on connaît, on pourra vivre, ou on pourrait vivre, et si oui, à quelles conditions, des progrès significatifs ? Je pense que s'il y a des progrès à faire, et ils sont déjà notables depuis maintenant, on va dire, une quinzaine d'années, il y a des traitements aujourd'hui dans la sclérose en plaques qui permettent de réduire de manière significative le risque de pousser au cours de l'évolution de la maladie. Dans la maladie de Parkinson, on sait aujourd'hui, avec des techniques très sophistiquées de stimulation cérébrale, qui d'ailleurs se sont développées en France. La France est pionnière dans ce domaine. On sait aussi redonner une autonomie à des gens qui sont en train de la perdre. Mais ces avancées sont le fruit de 2 choses, et ça rejoint un peu
le thème de priorité cerveau, c'est-à-dire d'une recherche de pointe. Il n'y a pas de médecine et de soins sans recherche. Et d'un autre côté, d'une collaboration extrêmement importante entre les 3 acteurs principaux de la santé, en dehors des pouvoirs publics et des institutions privées, que sont les chercheurs, les médecins et les patients. Et comme vous le savez très bien, au cours de ces dernières années, il y a eu une révolution dans ce domaine, en ce sens que les patients sont devenus les véritables acteurs et des acteurs de leur propre santé. Alors, vous êtes totalement impliqué dans cela, notamment à travers un institut de la moelle épinière et du cerveau qui est de financement totalement privé. Et donc, me viennent à l'esprit 2 questions parce que, en même temps que professeur de médecine et très impliqué, vous êtes aussi citoyen et c'est sans doute à ce titre que vous avez participé au cabinet de Lionel Jospin. Lorsque j'ai eu le privilège d'être son conseiller en matière de santé. Toutes les questions de santé. Et donc, comment voyez-vous l'évolution des choses? Parce qu'on a un sentiment général comme ça, qui est peut-être faux, mais malgré tout de dégradation des structures publiques ou d'insuffisance de moyens. Quand on regarde nos statistiques, on voit que de plus en plus de jeunes chercheurs, et notamment dans les disciplines médicales qui touchent à la recherche biomédicale, s'expatrient vers les États-Unis. Pourquoi? Non pas parce qu'ils sont tout d'un coup attirés par je ne sais quel goût de quitter la France ou autre, mais parce qu'on leur offre des conditions de recherche qui sont de bonnes conditions de recherche. Donc j'ai envie de vous faire réagir à cela. Comment jugez-vous l'état des lieux et voilà. Un sujet difficile, hein. D'abord, je pense qu'en matière de recherche, il y a une vraie volonté politique qui s'est maintenue au cours de ces 20 dernières années ou 15 dernières années sous l'influence et des pouvoirs publics et des instituts de recherche. Les directeurs ou présidents de l'INSERM, du CNRS, ont eu véritablement la volonté de développer des structures qui soient adaptées à la recherche et les investissements sont significatifs. Le problème, c'est que finalement, il me semble, mais là je parle à titre personnel, hein, c'est que ces investissements sont dilués et qu'il n'y a pas aujourd'hui, me semble-t-il, une politique qui soit une politique ciblée, où on sache par exemple qu'une certaine somme est allouée à la recherche sur les maladies du système nerveux. D'où l'intérêt, me semble-t-il, de la création, ou de l'idée au moins, de créer de véritables instituts thématiques. C'est le cas pour le cancer, et je crois que ça a permis des avancées dans ce domaine. Je pense que les maladies du système nerveux, cerveau, neurologie et psychiatrie, seraient aussi de bonnes candidates, ces maladies, à la création d'un institut où on pourrait centraliser les sommes allouées, qui sont significatives, hein. Je ne dis pas qu'elles sont insuffisantes, et qui permettraient d'avoir une politique qui soit une politique, je dirais, nationale, régionale et locale, avec une répartition harmonieuse des thématiques. Il ne faut pas, en recherche, être redondant. Maintenant, derrière ça, il y a un autre problème qui est, lui, très lourd, c'est celui de l'accès à des postes de responsabilité de jeunes chercheurs qui sont aujourd'hui remarquablement formés. Ils sont remarquablement formés en France, ils vont aussi parfaire leur formation dans des pays étrangers, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Bon, ils acquièrent une grande connaissance. Ce qui pose problème, c'est qu'on ait une organisation souple qui permette un retour aisé de ces jeunes et non pas de les faire entrer dans un système qui est un système, je dirais, totalement hiérarchisé, mais un système qui soit beaucoup plus horizontal, où on évalue les gens au bout de quelques années et où petit à petit ils acquièrent, comme on le fait aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, des moyens de développer leur recherche en fonction des résultats obtenus. Faire confiance, premier point, il faut faire confiance aux jeunes, et ensuite
au bout de quelques années, évaluer leur travail, leur donner les moyens. Ça, c'est une révolution dans la pensée de beaucoup. Ce que j'allais dire, vos propos ont l'air comme ça, très tranquilles et très de bon sens, et évident presque. Et puis en même temps, chaque phrase recoupe une révolution en France, parce qu'on sait bien que les chercheurs, une fois qu'ils sont partis, ils ont les pires difficultés à revenir, que tout le système va bloquer, à vrai dire, et que rien de cette horizontalité pour laquelle vous plaidez n'existe en France, en tout cas à ce stade. D'où, alors, on rejoint, j'oublie pas le deuxième problème, qui est le problème de la recherche universitaire et du passage de la translation de la recherche aux soins. Ce qui amène à évoquer la question de l'hôpital. Mais je voudrais juste parler, puisque vous avez évoqué le nom de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. C'est une fondation privée, reconnue d'utilité publique, qui a été créée par des hommes venus d'horizons totalement différents, mais qui avaient envie de faire quelque chose, arriver à une certaine période de leur vie pour la communauté, le dévouement. Et la philanthropie qui permet de financer cela. Et d'ailleurs, il faut dire que les deux livres que nous avons cités et qui sont le prétexte à cet entretien, donc Priorité cerveau chez Odile Jacob et Le cerveau pour les nuls chez First Fixo, les auteurs ne sont pas rémunérés, ils sont nombreux. Le produit des droits d'auteur vont aller à cet institut du cerveau et de la moelle épinière, donc vont alimenter la recherche. Mais l'Institut du cerveau, vous avez parfaitement raison, mais c'est aussi l'illustration de ce que pourrait être demain. C'est-à-dire que cet institut, qui est né dans l'esprit de personnalités que rien ne prédisposait à s'engager là-dedans. Je ne vais pas citer de nom, ou alors si je les cite tous, je suis sûr d'en oublier un. Mais cet institut n'aurait pas pu non plus voir le jour si, à côté de Jean Todt, de Lindsay Owen-Jones, de Michael Schumacher, de gens d'horizons totalement différents, d'accord ? Il n'y avait pas eu non plus des institutions publiques. L'ICM, l'Institut du cerveau, n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de la région Île-de-France, sans l'aide de Paris, la ville de Paris, sans l'aide du ministère de la Recherche. Donc, c'est la réunion de ces efforts et de ces gens de bonne volonté, la région a joué un rôle déterminant, qui permet à cet institut d'accueillir maintenant des chercheurs. Et la vocation de cet institut, c'est d'être un institut international, ouvert sur le monde, accueillant des équipes de haut niveau, évaluées par un conseil scientifique international. Ça n'est plus franco-français. On est dans l'Europe, et l'Europe, en matière de recherche, c'est même pas suffisant. C'est le monde. C'est les États-Unis, le Japon. Bon, et ce conseil scientifique évalue des équipes candidates et les retient. Et leur évaluation se fait au bout de 5 ans, et on décide, vous restez, ou bien vous retournez, comme dirait l'autre, dans votre pays d'origine. Bon, je veux dire, voilà un mode de fonctionnement qui est nouveau et qui est adapté à ce qu'est la recherche dans le domaine de la médecine. Donc c'est possible. Merci donc Olivier Lyon-Can. Il y aurait évidemment 1000 autres choses à dire, notamment sur le cerveau, mais donc je renvoie à la lecture de ce livre qui fait l'état à la fois de la recherche et des traitements sur tout ce qui concerne le cerveau. Priorité cerveau chez Odile Jacob, Le cerveau pour les nuls, donc chez First Fixo, où l'on voit d'ailleurs que la recherche est vivante, abondante, de très haut niveau en France, et donc tout cela est quand même de nature à donner confiance. Merci Olivier Lyon-Can. Merci à vous. Louis Chauvel, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes l'auteur d'un traité de sociologie qui s'appelle Le destin des générations, qui est paru il y a déjà 8 ans et que vous rééditez fort opportunément aujourd'hui, au lendemain de manifestations qui ont pour partie, c'était contre la réforme des retraites, mais pour partie impliqué des jeunes. Bon. Et les jeunes sont votre sujet de réflexion, d'analyse depuis un certain temps. Vous avez mis en lumière, au fond, le premier en France, un fossé de génération. Mais un fossé très particulier, très alarmant en même temps. Pardon. Et vous êtes celui qui, le premier, avait dit, preuves à l'appui, c'est la première fois, au fond, qu'une génération, les jeunes d'aujourd'hui,
sont victimes de leurs aînés. Donc on va venir un petit peu dans le détail de toutes vos thèses, mais voilà, on va peut-être resituer l'ensemble de votre analyse de cette façon au départ. Disons qu'effectivement, l'enjeu qui est le mien, c'est de comprendre les transformations de la société française. Je suis un spécialiste de la comparaison internationale, je m'intéresse aux États-Unis, à la Chine, j'apprends le chinois depuis des années maintenant. Vous faites des progrès ? Je suis bien obligé, mais les marges de progression en chinois sont toujours infinies. Quel que soit votre niveau, vous avez toujours meilleur que vous, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit, mon constat, c'est que la société française est l'une des sociétés parmi les plus profondément marquées par le phénomène de fracture entre les générations. C'est-à-dire qu'en France, nous avons une scansion historique générationnelle extrêmement intéressante. Pour résumer très rapidement, aujourd'hui, enfin depuis une dizaine d'années, c'est la première fois en période de paix dans l'histoire française que la génération qui suit va connaître un sort moins favorable que le sort de ses propres parents à l'entrée dans la vie adulte. En fait, cette situation est encore pire parce qu'elle se prolonge véritablement dans le temps. En fait, la scansion historique est celle-là. Les générations nées avant 1920 ont été des générations qui n'ont pas encore connu la pleine expansion de l'État-providence dans leur jeunesse et ensuite dans leur vieillesse. Ces générations nées avant 1920, ce sont les générations qui ont été marquées par 2 guerres mondiales, en particulier par la seconde. La génération née vers 1916, c'est la génération des résistants. Oui. Vous avez François Mitterrand, vous avez tout un ensemble d'autres figures politiques, culturelles ou d'une autre nature qui ont en quelque sorte marqué l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la reconstruction ensuite. Vous avez une deuxième très grande génération, celle qui est née autour de 1948. Mécaniquement, démographiquement, ce sont la génération quasiment de ses propres enfants, nés vers 1948, qui ont 20 ans vers 1968. C'est celle-là que vous êtes parti au fond, parce que la génération née en 48 et années suivantes, c'est la génération dite du baby-boom, donc qui est née avec la reconstruction et la renaissance du pays après la libération. C'est celle qui a 20 ans en 68. Donc qui explose en mai 68, et c'est celle qui, à partir des années 70, avance très très vite et au fond s'installe au poste de commande. Et ce que vous décrivez très bien, c'est ensuite comment les choses se figent. On passe dans les années 70 d'un monde très ouvert, notamment sur le marché du travail, à un monde d'aujourd'hui fermé, où le marché du travail pénalise, on le sait, infiniment plus les jeunes que toute autre catégorie, et où les jeunes subissent le handicap de cette génération dont vous avez décrit le parcours, qui au fond, continue à verrouiller le système à son profit, en fait. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. La première édition du Destin des générations, en 1998, j'établissais le constat qu'avec le ralentissement économique, l'explosion du chômage de masse concentré sur les jeunes, nous avons une situation où, on va dire, la classe d'âge intermédiaire des années 90 conserve son statut, ses postes et ses positions, pendant qu'elle repousse le chômage sur les nouveaux entrants. Mais c'est une histoire des années 80-90. Ce qui est terrifiant aujourd'hui, c'est qu'en définitive, cette génération née autour de 1948, qui a une jeune soixantaine d'années aujourd'hui, continue, depuis 12 ans, d'avoir exactement la même stratégie. Ça se voit très bien à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, en 1981, pour un député de plus de 60 ans, vous avez un député de moins de 40 ans. Ce qui veut dire que la génération de la résistance et la génération de 68 sont représentées au début des années 80, en quelque sorte à parité. Aujourd'hui, plus exactement en 2007, au moment de la réélection, en 2007, pour un député de moins de 40 ans, vous avez 9 députés de plus de 60 ans. C'est-à-dire que la génération des jeunes baby-boomers est massivement présente à l'Assemblée nationale. Le Sénat rajeunit quand l'Assemblée nationale vieillit, simplement parce qu'il n'y a pas assez de place à l'Assemblée nationale pour placer l'ensemble des jeunes baby-boomers. Et ensuite, vous avez un désert générationnel
Les jeunes sont absents de la politique, ils ne sont pas dans les syndicats, ils ne sont pas dans tout un ensemble de lieux de représentation culturelle, de recherche. Ils sont massivement présents dans la précarité, le chômage, dans les stages à 300 € par mois, pendant que vous avez effectivement l'installation, la stabilisation et en quelque sorte l'exploitation des ressources d'une génération, celle du début du baby-boom, à la défaveur de la génération de la fin du baby-boom, cette génération X des États-Unis, qui, pour nous, est la génération X puis Y, celle qui suit le baby-boom, celle née dans les années 70, qui est extrêmement diplômée, mais ne bénéficie pas de ses diplômes. C'est-à-dire qu'on a une dynamique extrêmement intéressante. Oui. La nouvelle génération est massivement de classe moyenne supérieure du point de vue des diplômes accumulés par cette génération née à partir des années 70. Le grand courant de la démocratisation est passé par là. Donc voilà. Les gens sont plus diplômés, mais ce que vous montrez très bien, c'est que les obstacles s'accumulent sur leur route. C'est-à-dire que là où leurs parents avaient avancé de façon assez fulgurante, y compris dans la constitution d'un patrimoine, là, vous montrez que les obstacles sont innombrables, logement, conditions de travail, avancer même à l'intérieur de l'univers du travail, vous montrez bien que c'est une cause d'obstacle. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la rançon de la démographie telle qu'elle est, pour le moment. Parce que la démographie porte et l'allongement de la durée de la vie, qui était à l'origine de la réforme des retraites, porte à ce que la proportion des seniors soit de plus en plus importante. Donc dans l'électorat, c'est la rançon de la démographie telle que nous l'avons réglée en France. C'est-à-dire qu'en comparaison internationale, nous voyons bien que d'autres pays qui ont une bonne démographie, c'est-à-dire beaucoup de jeunes, notamment les pays nordiques, font une place à tout le monde, dans le monde du travail, dans le monde du logement et dans toutes les sphères valorisées de la société. La stratégie française a consisté à donner beaucoup de diplômes. Vous dites les pays nordiques, pas l'Allemagne. L'Allemagne dont la démographie est extrêmement vieillissante. L'Allemagne est un pays qui est plus à l'est qu'au nord de la France, d'une certaine façon. Mais l'Allemagne, pour autant, l'Allemagne n'a pas choisi de concentrer le chômage à l'entrée dans la vie. La stratégie française a consisté à très bien former nos jeunes, mais à ne pas leur donner d'emploi en face. C'est-à-dire que nos jeunes sont classe moyenne supérieure du point de vue du diplôme, et ils sont en dessous de la classe populaire, de la classe ouvrière, du point de vue des vraies positions dans la société. Quand on compare l'ensemble des sociétés européennes ou mondiales, le constat est celui-là. Italie, Espagne, Grèce, vous avez une génération de jeunes moins nombreuse que c'est en fait la démographie suicidaire de l'Italie, notamment. Vous avez des jeunes moins nombreux qui n'ont aucune place dans le système économique, ni dans le logement. Les logements sont inaccessibles. En Espagne, on appelle cela les mileuristas, la génération à 1 000 €, de trentenaires et plus, polyglottes, très bien formés, titulaires de master, mais qui n'ont pas de place dans la société espagnole. En Italie aussi. En Italie, Espagne. C'est 1 000 € aussi. En Grèce, on parle de la génération à 600 €. En fait, la France n'est pas très loin de ce risque majeur. Bien évidemment, dans les pays du sud de l'Europe, les pays à façade méditerranéenne, la France en fait partie à la limite, ce travail gratuit des jeunes est en fait massivement financé par le bien-être de leurs parents seniors. Mais cette stratégie-là est une stratégie autodestructrice. Elle n'a pas d'avenir au-delà de 2020. Ces pays-là vont véritablement exploser. L'Allemagne est un pays intermédiaire où, en fait, les jeunes sont moins nombreux. Malgré tout, ils sont plutôt, par rapport à leur formation, ils trouvent des emplois. Le système d'apprentissage a eu un meilleur effet, même si aujourd'hui c'est de plus en plus déstabilisé. Nous n'avons pas un effet de 20 ans de générations sacrifiées qui ont raté leur entrée dans la vie. Les pays nordiques sont des pays où on commence à travailler tôt, on finit de travailler dans des conditions décente jusqu'à 68 ans. Dans la social-démocratie, même si ce sont des gouvernements de droite de temps en temps, vous avez une représentation de l'ensemble des générations de 18-22 jusqu'à 68-75 ans. Vous avez une intergénérationnalité, une transmission du système d'État-providence qui se fait correctement, qui se fait bien. La concurrence avec la Chine, c'est la même à Stockholm et ici. Mais la capacité des pays nordiques à répondre à ce défi générationnel a été bien meilleure.
Malheureusement, mon constat, c'est qu'en 98, déjà, je notais une profonde fracture intergénérationnelle, ce qui est inédit depuis 12 ans. La mise à jour m'a permis de le constater en France, c'est que la société française n'a absolument pas pris en compte ce risque générationnel qui s'est amplifié, approfondi, intensifié. Ouais. Et maintenant, effectivement, c'est la génération des quasi-jeunes cinquantenaires, en tout cas vieux quadragénaires, qui ont raté leur entrée dans la vie à 20-25 ans, autour des années 80-85, qui sont toujours aujourd'hui dans la panade. La société française est une société où il n'existe pas de seconde chance et parfois même pas de première. Et ceux qui ont raté dans les années 80 cette première chance dans la société française des années 1980, dans le chômage de masse concentré sur les jeunes, n'ont jamais rattrapé. Ce qui veut dire qu'en fait, nous inventons une société française extrêmement inquiétante où la retraite des grands-parents, massivement représentés en politique et dans les associations familiales, entretiennent une, deux, bientôt 3 générations sous le même toit. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant où, en fait, nous avons une société de rentiers sociaux où les jeunes générations bénéficient des retraites, du bien-être des retraites de leurs grands-parents. Et bien évidemment, nous avons aussi des rentiers patrimoniaux. Le phénomène neuf, c'est que la rente explose. La multiplication par 3 du prix du mètre carré à Paris, comme dans les grandes villes de région, fait apparaître en fait de nouvelles familles d'accumulateurs de grandes fortunes qui permettent en fait à leurs enfants de travailler le grand paradoxe, pour rien. Le grand paradoxe, c'est qu'il y a des mobilisations de masse pour défendre ce statu quo-là, pour défendre ces droits acquis-là, pour défendre ces privilèges de ceux qui sont ou qui vont devenir des anciens ou qui vont accéder à l'âge de la retraite, etc., aux dépens des jeunes. Donc il était d'ailleurs tout à fait surprenant de voir à un moment ou à un autre les jeunes se mêler à ces manifestations, parce que c'était parfaitement, les intérêts objectifs, comme vous le montrez très bien d'ailleurs, étaient parfaitement contradictoires. On n'a plus trop le temps d'aller plus avant dans votre livre, mais qui est absolument passionnant et qui est très, très, très précis en même temps. Mais on est, à travers le destin des générations que vous décrivez, on est aussi au cœur de ce fameux malaise de la classe moyenne qui mine un petit peu toutes nos sociétés, d'ailleurs européennes comme américaines, et qui est que les perspectives s'inversent, c'est-à-dire que les perspectives d'amélioration progressive des situations des uns et des autres sont soit bloquées tout d'un coup, soit même les gens le craignent pour leurs enfants, soit même en danger de régression. Le point très important est effectivement, les jeunes seniors de 2010 sont la partie de la population la plus aisée du point de vue de son accumulation patrimoniale, de son logement, de tout un ensemble d'aspects, plus de ses retraites sociales. En 2020, la situation va totalement changer. En 2020, les jeunes seniors seront, en fait, ces anciens jeunes de la fin des années 70, début des années 80, qui ont peiné à accumuler des annuités, qui ont eu des salaires, des carrières salariales beaucoup plus faibles et qui vont être de nouveau les jeunes seniors pauvres que l'on avait vu disparaître. Dans les années 70, la pauvreté, c'était les seniors. Aujourd'hui, la pauvreté, ce sont les jeunes. Mais en fait, demain, la pauvreté seront de nouveau les seniors. Le crépuscule des vieux riches est écrit pour 2017. Voilà, en tout cas, pour quiconque veut agir dans la sphère publique, il faut déjà savoir de quoi il retourne et connaître un petit peu les données des évolutions et de l'évolution de notre société. Donc, je renvoie à votre livre, Louis Chauvel, Le destin des générations. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Et pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Louis Chauvel, comme les propos du professeur Olivier Liancan, rendez-vous évidemment à tout moment sur publicsena.fr. La guerre que j'ai décidé